Bonsoir à tous. Live TV reçoit sans filtre les candidats aux élections couplées régionales et municipales dans ce spécial élection locale 2023. Ce mardi 29 août, nous recevons sur ce plateau du Talk Koné Tefour, candidat indépendant à Abobo, Adjaratou Traoré, candidate indépendante à Koumassi, Jean-Marc Yassé, maire sortant et candidat PDCI à Cocody, ces candidats qui veulent présider à la destinée de chacune de leurs communes. Vos commentaires nous intéressent sur le direct de ce programme. Installez-vous, on démarre tout de suite. Bienvenue au Talk. Bonsoir à tous, bienvenue sur Live TV, la télé sans filtre. Merci de nous regarder sur les différents canaux que vous connaissez. 206 Bouquet Canal+, et puis numéro 6 TNT. Choisissez le bon, celui qui vous intéresse. Asseyez-vous et observez-nous, écoutez et commentez surtout sur les réseaux sociaux de Live TV, la télé sans filtre, ce direct. Je suis avec mes amis que je récupère 2 à 2. On a 3 invités aujourd'hui. Isabelle Vauvor sur le premier plateau est présente avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Barry et bonsoir chez vous. Barry Abdourahmane, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Très bien. Notre premier invité est candidat pour la mairie à Abobo pour la 2e fois consécutive. Et l'homme veut se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Lui qui a été au coude à coude en 2018 avec feu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, et qui avait fini par plier les chines, semble avoir renforcé ses arguments pour être premier homme de la grande commune d'Abobo pour 2023. Ces arguments, son programme, il nous en parle sur ce plateau avec vous. Nous recevons le candidat Koné Tefour sous les applaudissements de ses militants. Salut. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Bon, très bien, merci d'avoir accepté. La voix qui est un peu irritée, mais on va se débrouiller. On va se débrouiller. Installez-vous confortablement. Merci. Je vous présente Isabelle Vauvor. D'accord. Bonsoir. Enchanté. Barry Abdourahmane. Enchanté. Alors, rebonsoir. Bonsoir monsieur. Monsieur Koné Tefour, comment définissez-vous, pour commencer tout de suite, votre insistance pour la commune d'Abobo? Je cite, un challenge, une mission, un devoir. Qu'est-ce qui vous motive? Bien, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis un fils d'Abobo. J'y ai fait les études primaires, j'y ai fait le collège. Aujourd'hui, j'y travaille. Je suis devenu député à Abobo en 2011. J'ai fait un seul mandat. Et ce seul mandat m'a valu un bilan dont la population se souvient. Aujourd'hui, c'est de la volonté populaire d'un comité de soutien à ma candidature que je suis candidat pour la 2e fois. Vous savez, notre conviction découle tout simplement du lien affectif que nous avons tissé avec cette localité. Nous habitons cette localité. Nous partageons les joies et les peines de cette localité. Notre engagement en politique aujourd'hui découle tout simplement des difficultés de circulation dans Abobo, des difficultés d'éducation. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'à Abobo, l'éducation a reculé. Les enfants de la rue sont les rois à Abobo. Ce qu'on appelle affectueusement, sinon selon le terme des journalistes, les enfants en conflit avec la loi que nous appelons les microbes. À Abobo, les mamans vivent dans des difficultés, dans les marchés. Allez-y voir le plus grand marché d'Abobo où vous ne pouvez même pas y mettre le pied. Ma mère y vendait dans ce marché. Je pense que pour la mémoire de ma mère, pour la volonté que nous avons à voir la vie de notre population et de nous-mêmes être transformés positivement pour ressembler à une commune où vivent des hommes, nous nous sommes engagés désormais à aller briguer la mairie. Voici nos motivations. Nous allons conclure que c'est un devoir. C'est un devoir. Très bien, monsieur Koné Tefour, bonsoir. Bonsoir madame. J'aimerais balayer rapidement une de vos actualités. Certaines personnes disent que vous avez trahi Guillaume Soro. Aujourd'hui, quels sont vos liens avec ce dernier? Je voudrais ici dire que Guillaume Soro est un frère, est un ami. Guillaume Soro, je l'ai connu lorsque je suis devenu député à l'Assemblée nationale. J'étais au RDR, député du RDR. J'ai regardé le parcours de Guillaume Soro. C'est un monsieur jeune, c'est un monsieur qui a une ferme conviction et un amour pour son pays. Ce sont des valeurs que nous avons partagées, des valeurs de la République,
des valeurs du courage, des valeurs qui découlent de la vie d'un enfant de pauvre, d'un enfant d'inconnu qui est allé à l'école, qui s'est battu pour se construire un leadership. Je fais partie de cette classe de jeunes Ivoiriens qui n'ont pas un papa qui est riche, qui ne sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche, aujourd'hui dont on parle en Côte d'Ivoire. Je ressemble à Guillaume Soro, c'est pour cela que je le suis, parce que ce qu'il a partagé avec moi, c'est sa ferme conviction de faire la promotion des valeurs humaines, de donner la chance dans un état de droit, chance égale à un enfant de pauvre comme à un enfant de riche, de pouvoir participer aux prises de décisions qui puissent transformer décisionnellement leur vie. Aujourd'hui, Guillaume Soro est en exil. Aujourd'hui, moi, après la prison, je suis en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas été privé de mes droits civiques et citoyens. J'ai décidé librement en tant que citoyen individuellement pris. Je suis certes du GPS. Le GPS ne va pas aux élections pour ne pas aller aux élections avec les patrimoines du GPS, pour ne pas être en conflit avec Guillaume Soro. J'ai décidé d'abord en tant que citoyen à Abobo, avec la volonté de mes parents de me voir briguer la magistrature communale, j'ai décidé d'aller à cette élection. En quoi est-ce que cela est opposé à Guillaume Soro? En quoi est-ce que ma conviction pour accompagner le GPS à la conquête du pouvoir d'État est une trahison? Aujourd'hui, tous ceux du GPS qui pensaient à tort ou à raison que le candidat indépendant qui connaît Tefour, soutenu par le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, le premier parti de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA. Nous allons revenir sur le PDCI-RDA parce que nous avons soutenu par constaté... le MGC. Très bien. Les gens se sont dit immédiatement que si le PDCI soutient, c'est que le PDCI est en train de nous arracher Tefour. Aujourd'hui, comment Tefour, candidat indépendant soutenu par plusieurs partis politiques, peut appartenir à un seul parti politique? Alors, merci, Tefour candidat. est un Ivoirien Merci, candidat. qui a présenté un projet, qui a présenté un courage. Les Ivoiriens suivent Tefour. Très bien. justement, vous êtes candidat indépendant, vous êtes soutenu donc par le PPACI, par le PDCI, mais vous avez face à vous la ministre d'État Kandia Camara, qui est candidate RHDP, qui est aussi soutenue par le FPI et qui a été rejoint donc par celui qui devait être le candidat PDCI Konégogé. Quelles sont vos réelles chances finalement sur ce terrain-là? Bien, je voulais rappeler ici que Kandia Camara, ministre d'État, est adjointe au maire depuis 2001 à Abobo. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, elle comptabilise dans la gouvernance locale 22 ans. 22 ans pour un maire sortant, qu'est-ce qui doit militer en la faveur de, j'allais dire, de l'adhésion massive des populations à sa politique? Ça devrait être son bilan. Quel est le bilan que Kandia Camara propose à Abobo? Le bilan que Kandia Camara propose à Abobo, c'est venir distribuer de l'argent en période électorale. C'est à 2 mois des élections, aller acheter une villa en face de la commission électorale indépendante vous êtes membre régionale. du conseil municipal. Oui, je suis membre du conseil municipal à défaut. Oui, parce que nous sommes allés aux élections municipales de 2018. Mais vous êtes aussi Les résultats qui ont été bilan. dits par la CEI ne sont pas les résultats qui sont issus des urnes. Parce que pour aller à cette élection de 2018, qui était candidat contre Tefour? C'était Adama Tongara, le maire sortant. Après plusieurs négociations, pour que Tefour, jeune, abandonne sa candidature pour suivre Adama Tongara, ils ont été opposés à un refus catégorique. Parce que pour moi, la gouvernance locale est basée sur 4 principes fondamentaux. Et toute chose qui n'est pas fondée sur des principes est vouée à l'échec. Le premier principe fondamental de la gouvernance, c'est la responsabilité. Pendant 20 ans, quelle responsabilité les élus locaux nous ont présentées à Abobo? Au plan de l'éducation nationale, allez voir comment les enfants sont assis sur les tables bancs. Aucune cantine scolaire, aucune latrine. Les tables bancs sont délabrées. Rassurez-vous. Les tableaux sont délabrés. Nous allons vous permettre, au plan de la santé, à chaque niveau, on va échanger. À chaque niveau, on va vous permettre de déployer votre non, ce n'est pas mon programme que je déploie. Votre plan d'action. Je suis en train de pour apporter dépeindre correction à tout ce le que vous, bilan de vous 20 ans d'action d'une gouvernance locale qui qui a transformé négativement la vie des attendons vos populations. solutions, absolument. Nous attendons vos solutions. On va permettre à Barry de vous Bonsoir, poser Monsieur une question. Koné. Bonsoir. Alors, on va parler de votre programme. Bien sûr. Quels sont les principaux axes du programme du candidat Koné Tefour? Bien, je voulais rappeler ici que la mairie est une élection qui donne l'occasion aux populations d'une localité de se doter d'un élu local. Cet élu local
ne vient pas par hasard. Il découle de la loi fondamentale qu'est la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez que toute démocratie est basée sur 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif qui est incarné par le président de la République. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif qui est incarné par les députés de la nation et le pouvoir judiciaire par les magistrats. La loi dit que quand le président de la République est élu, il est élu sur la base d'un projet. Ce projet-là, pour être mis en application ou mis en œuvre dans la République, il faut que ce projet puisse être régulièrement déposé à l'Assemblée nationale pour être traduit en loi. C'est à partir de cela qu'en chaque fin d'année, en chaque décembre, l'Assemblée nationale siège et vote ce qu'on appelle la loi des finances qui dote le pouvoir exécutif d'un budget. Quand ce pouvoir exécutif est doté d'un budget, il y a les lois de décentralisation qui vont faire la répartition des attributions de sorte à ce que le budget qui est mis entre les mains du pouvoir exécutif avec ses démembrements en passant par le gouvernement puisse arriver auprès des populations dans les collectivités décentralisées. Les plus petites entités, ce sont les mairies. Vous comprenez que le maire est une entité, la mairie est une entité morale qui est dotée d'un responsable et qui a une certaine autonomie financière à travers le budget. À travers les lignes budgétaires, il y a le volet éducation nationale, le volet voirie, le volet santé, le volet social, le volet autonomisation des jeunes, le volet autonomisation. Donc c'est un ensemble de packages qui doivent permettre aux maires, pendant 5 ans, de transformer socialement la vie de cette population pour qu'à la veille des prochaines élections, son bilan puisse militer en sa faveur. Aujourd'hui, c'est faute de la mise en œuvre d'une gouvernance qui a un visage humain, qui respecte les lois, qui respecte les lignes budgétaires, que nous avons décidé de faire le bilan qu'ils ne veulent pas faire à leur place et décider d'aller faire la mise en œuvre de la gouvernance locale avec la responsabilité, avec la transparence, avec l'état des droits et la participation citoyenne. Parce qu'au niveau de la mairie, le maire lui seul ne peut pas développer sa localité. Absolument. C'est vrai qu'il détient les moyens, mais il doit pouvoir présenter des opportunités de participation citoyenne aux populations pour que dans l'éducation citoyenne, les populations comprennent que leur contribution est attendue et que c'est ensemble qu'ils peuvent transformer socialement leur vie. D'accord. Il faut pouvoir vous adresser absolument aux populations qui vous regardent quand vous faites le bilan du conseil sortant. Il va sans dire que vous avez des solutions directes derrière. D'accord. Bien sûr. Quel est votre programme précis sur chaque pan de tout ce qui a été énuméré ici? Éducation, femmes, il y a beaucoup de choses. De tout le package dont vous avez parlé. Qu'est-ce que vous voulez apporter d'innovant que l'ancienne administration ou la dont vous décriez je veux rappeler ici que devenu député en 2012, j'ai un bilan à travers tous les axes de développement que je viens de citer qui touchent à la vie des populations d'Abobo. Au plan de l'éducation, j'ai proposé des fêtes d'excellence chaque fin d'année aux 7 inspections de la commune d'Abobo pour créer un cadre d'émulation à fournir de l'effort pour récompenser les meilleurs élèves. En récompensant les meilleurs élèves, il y a l'estime de soi. Et les communautés se rendent compte que si leurs enfants travaillent bien, ils seront présentés et feront la fierté de leurs parents. D'accord. Deuxième axe, j'ai fait la réhabilitation de la bibliothèque du plus grand groupe scolaire d'Abobo. C'est une école dans laquelle j'ai enseigné. Parce qu'initialement, je suis instituteur de formation. J'ai enseigné à Abobo pendant plus de 20 ans, avant de devenir député. Connaissant les problèmes cruciaux qui minent le secteur de l'éducation nationale, je me suis employé avec le salaire à apporter quelques solutions. Mais là où je me suis rendu compte que j'ai des limites, c'est que je n'ai pas de budget. Vous voyez, toutes les écoles sont devenues des fumoirs à Abobo, par faute tout simplement de l'implication de la gouvernance locale à aider la police, la gendarmerie, à pouvoir traquer ou transformer les bandits en citoyens utiles à la nation. Qu'est-ce que vous proposez pour le traquer? J'ai décidé tout simplement, oui, pour éradiquer le banditisme, d'assister les ONG de la société civile, de sorte à ce que tous ceux qui travaillent par l'éducation des pères, parce que l'éducation des pères, c'est l'éducation qu'un enfant
d'un certain âge adresse à son camarade. Celui qui a été récupéré dans la rue, quand lui, il a sa vie qui est transformée, il va vers ses pères pour montrer son modèle de transformation. Et ça, par l'éducation des pères, on peut réussir ce projet de récupération des enfants dans la rue. Par l'implication des parents. Chaque parent qui voit son enfant dans la rue, qui a pu, par des conseils, récupérer ses enfants, ses parents seront aidés à la scolarisation de leurs enfants. Parce qu'il y a une ligne budgétaire à la mairie qu'on appelle la ligne qui s'adresse à l'éducation des enfants par les prises en charge scolaires. À Abobo, ça n'existe pas. La distribution des kits scolaires, qui devrait s'adresser aux enfants des plus démunis, les kits scolaires se retrouvent dans les marchés. Je pense que dans la responsabilité du maire, il est bon que le maire que je serai le 2 septembre va s'impliquer, connaissant le terrain, connaissant les organisations de la société civile, les impliquer de sorte à ce que l'aide qui doit aller à l'endroit d'un citoyen puisse lui arriver et faire le bien que ça doit faire. Monsieur Koné, justement, parlant des populations d'Abobo, il y a un secteur qui tient à cœur ces populations-là, c'est le secteur du transport. On a tous vu la dernière fois ce qui s'est passé à Samanké. Comment vous comptez-vous, Koné Tiefou, candidat pour la mairie d'Abobo, mettre fin ou mettre de l'ordre dans le secteur des transports pour qu'on n'ait plus de violence, pour qu'on n'ait plus de machettes dans ce secteur-là, pour que les populations d'Abobo puissent vivre sereinement dans leur quartier et vaquer à leurs occupations? Je l'ai dit tout à l'heure que le maire fait la mise en œuvre d'une gouvernance locale. Si le maire est responsable, il va se comporter comme le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, que je salue de passage. Vous avez vu le carrefour qu'on appelle le carrefour La Vie. Oui. Ce sont les mêmes transporteurs qui sont allés installer une gare routière en pleine chaussée. Je vous ai dit que le maire, s'il est responsable, il bénéficie d'un encadrement juridique. Il prend un arrêté, il adresse cet arrêté-là au transporteur, il donne copie à la gendarmerie et à la police qui constituent la force coercitive. La loi s'appliquant, elle va s'imposer à tous. Ce qui s'est passé à Cocody peut se passer à Abobo. Malheureusement, à Abobo, ce sont les dirigeants de la localité eux-mêmes qui ont donné un certain pouvoir aux Nyamboro de la gare, de sorte à ce qu'en période électorale, ils puissent les utiliser pour effrayer les populations en sortie pour aller voter. Et donc, ils vont se donner à certaines pratiques. Vous voulez preuve de ce que vous avez fait? Oui, je vous le dis. J'ai une vidéo ici, si vous voulez, je peux vous la montrer. On regardera après. J'ai reçu les vagabonds de la gare qui sont mes jeunes frères, qui sont mes amis, qui sont les amis de mes petits frères. Je leur ai expliqué que leur avenir ne se trouve pas dans la rue. Qu'avec moi, ils peuvent avoir des opportunités pour transformer socialement leur vie. Je leur ai présenté des exemples d'amis d'enfance qui étaient des Igei et des Nyamboro, qui, avec les conseils, ont pu s'insérer dans la société aujourd'hui. En parlant des jeunes, quelles sont concrètement les actions, les opportunités que vous allez pouvoir offrir aux jeunes d'Abobo? Il y a beaucoup de jeunes qui n'incluent pas que l'évolution de la vie est un processus. Ils sont habitués à la facilité. Il faut d'abord couper cette facilité, mettre fin à ça. Comment? Pas un arrêté municipal qui interdit les gares routières dans la rue, qui interdit la circulation avec des machettes en poche. Les policiers vont jouer leur rôle. Quand ils seront coupés de la rue, nous allons les récupérer pour les envoyer à la formation. Tous ces jeunes, s'ils ne sont pas chauffeurs, ils sont tous des enfants d'artisans à Abobo. Ils ont un métier de couturier, ils ont un métier de chauffeur, ils ont un métier de ferronnier ou de ferrailleur. Ils ont un métier de mécanicien. Nous allons mettre en place des pôles d'attraction pour que ces jeunes-là acceptent de fournir l'effort de la formation. S'ils sont formés, nous allons réorganiser les garages et puis leur donner des opportunités de pouvoir jouir du labeur issu de leur travail. En termes de bonne gouvernance, comment va se faire les appels d'offres si vous êtes élu maire? Si je suis élu, les appels d'offres ne se font pas. Nous connaissons ces jeunes. Nous avons leur liste. Nous allons les réorganiser par secteur d'activité. Et puis nous-mêmes, avec les grands artisans qui sont à Bobo, qui sont prêts à s'offrir comme école de formation, nous allons insérer ces jeunes-là. À la fin de leur formation,
leur donner les moyens de pouvoir s'installer. Non, mais Et quand ça, je c'est parle possible. d'appel d'offres en fait, et de gestion donc, du budget, c'est de façon plus large de tous les projets que vous allez pouvoir gérer. Non, 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 Au-delà des opportunités. je vous liées aux explique jeunes. que si vous prenez le budget de la mairie, il est réparti entre budget de fonctionnement et d'investissement. Le budget de fonctionnement prend près de 80%. Le budget d'investissement est très infime. Les appels d'offres vont se faire pour transformer la vie des populations. Comment? Il y a des limites. Il n'y a que le maire qui a un lien affectif avec sa population va créer des opportunités avec l'implication des acteurs de la société civile. Mais est-ce que vous avez pensé à un plan de financement global? Une dernière question, si je peux me permettre. Ça concerne les voiries dans la commune d'Abobo. On sait que la commune d'Abobo, c'est l'une des communes les moins démunies. Qu'est-ce que le candidat Koné Tefou peut apporter d'innovant dans le domaine des routes, la construction dans le budget d'investissement, il faut faire l'acquisition des machines. Il faut faire l'acquisition de camions chargeuses pour tout simplement reprofiler les voiries à l'intérieur des quartiers. Parce que la loi de décentralisation dit qu'il y a certaines voiries qui incombent à l'État de Côte d'Ivoire, qui sont les voiries qui relient les grandes localités et les communes. Mais quand vous avez les voiries à l'intérieur du quartier, c'est du ressort du maire. À la mairie d'Abo, il n'y a pas de machine. Il n'y a aucune machine qui traverse. Et vous avez les solutions très certainement. Et nous allons faire l'acquisition des machines de votre et élection. Régulièrement mettre les machines dans les rues. Très bien. Et utiliser les artisans. Parce qu'à Bobo, c'est la commune des travailleurs. Très bien. Vous voyez que c'est à Bobo, que les gens quittent pour aller dans les autres communes. Merci, nous allons les impliquer à la transformation de eux-mêmes, leur cadre de vie. Merci candidat. Est-ce qu'on peut applaudir le candidat? Nous observons dans sa délégation, parmi eux, il y a des personnes qui portent, je dis, l'effigie du PDCI, RIA, avec le président Henri Konan Bédié. C'est certainement un hommage rendu à l'homme d'État. Trop tôt, on va le dire, disparu. Merci, Koné Tefou. En plus d'un hommage, c'est le soutien populaire que le PDCI et le MGC apportent aux candidats indépendants. Merci beaucoup. C'était absolument le candidat indépendant, Koné Tefou, candidat à Abobo. On se fait une pause, on revient dans un instant. Merci. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Nous sommes en pleine campagne électorale partout, dans toutes les communes, dans toutes les localités du pays. Rappelez-vous, ce sont des élections couplées, régionales et municipales. Et Live TV, la télé sans filtre, a ouvert ses antennes à tous les candidats de tous les partis, mais sans exception. Et ceux qui ont bien voulu répondre positivement à notre invitation se succèdent sur notre plateau. Et puis, vous faites bien de nous regarder. Les candidats qui ont bien voulu être ici sont ici. Et pour le deuxième plateau, la candidate que nous sommes très heureux de recevoir, c'est une femme. Elle est candidate à Koumassi. Vous devinez en face de qui? Elle est députée de la dite commune et est reconnue comme la femme politique la plus titrée de Koumassi, avec 3 mandats de députée et 2 mandats de conseillère municipale. Elle a multiplié les actions sociales et bénéficie d'une audience auprès des populations. Mais quels sont ses arguments face au rénovateur du visage de Koumassi, Adjaratou Traoré, épouse Koulibaly, que nous accueillons maintenant, répondra à toutes ces questions. Bonsoir candidate, je vous permets de vous asseoir. Bienvenue sur notre plateau. Adjaratou Traoré, je ne serai pas seul à vous poser des questions. Je suis avec Herman Aboua et Désiré Dénéo. Bonsoir et puis bienvenue chez nous. Merci. Bonsoir, honorable. Oui, bonsoir. Député depuis 3 mandats à Koumassi, vous êtes en face de quelqu'un de qui on dit qu'il a rénové le visage de Koumassi et c'est visible. Vos arguments face à ce dinosaure, vous les avez préparés. Est-ce que vous êtes prête? Bonsoir. Bonsoir. Merci d'abord pour l'occasion que vous me donnez, de me recevoir sur votre plateau et me donner en même temps l'occasion de m'exprimer et d'expliquer peut-être quelques réalités de notre commune Koumassi. Effectivement, je suis en face, selon vous, d'un dinosaure, mais je pense que les élections, quand on va aux élections, on est tous au même niveau maintenant. Nous sommes candidats et les élections, ce n'est pas lié au titre.
ni au non. Voilà, c'est que nous allons tous tenter une chance. Il faut que chacun arrive à convaincre la population avec un projet de société qui sied à cette population-là. Donc, je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Il ne s'agit pas d'être dinosaure ou... Je suis très ravie et honorée d'avoir en face de moi autant de candidats. Ils sont tous des hommes. Alors, je pense, comme vous le dites, dinosaures et peut-être d'autres encore moins. Mais ce qui est sûr, c'est des hommes contre une femme. Très bien. Et voilà, merci. D'accord, Adjaratou Traoré, pourquoi aller en indépendant quand vous êtes député du RHDP? Oh, en fait, quand vous dites indépendant, ça me gêne un peu. Je préfère dire candidate sans étiquette parce qu'en fait, je n'ai pas eu l'onction de mon parti, le RHDP, mais je reste vraiment attachée à l'idéal et à la vision de mon parti qui est le RHDP. Donc, il n'est pas question pour moi de partir du RHDP, même si il y a eu des sanctions, ce qui est tout à fait normal, mais pour moi, je reste rattachée à un idéal et une vision qui est la démocratie, la paix et l'égalité pour tous. Très bien, mais cette vision était quand même basée sur le choix du représentant, du candidat pour ces élections. Et vous ne faisiez pas partie de ces choix. Non, vous y êtes allé. la vision d'un parti ne peut pas être basée sur une personne. La vision du parti, c'est l'idéal et c'est le fondement même du parti. Parce que les hommes passent, mais l'idéal et la vision du parti demeurent. Voilà, donc on ne peut pas rattacher la vision du parti à un candidat, non? Votre réponse à la question d'Éric Landry à l'entame de cette émission m'a laissé sur ma faim. Donc je vais revenir, peut-être reformuler ce qu'il voulait dire. Je ne sais pas si... Qui est Adjaratou Traoré pour oser défier un monsieur comme Cissé Bakongo qui, selon ce qui est dit, a un bilan plus ou moins apprécié par les populations. Sur quoi compte Adjaratou Traoré? D'abord, ce que je peux dire, je crois vraiment au leadership féminin en Côte d'Ivoire. Pour moi, la femme est capable d'affronter toutes sortes et doit se donner les moyens d'affronter toutes sortes de défis. Donc, pour revenir encore à ce que je disais à l'entame, c'est qu'il ne faut pas lier en fait la candidature de telle ou telle personne au titre. En fait, il ne s'agit pas de titre, il s'agit de qui porte un meilleur projet pour la société, pour la population. Parce que c'est la population, l'expression de la volonté de la population qui est importante ici. Donc, il ne s'agit pas, je vous demande de ne pas forcément Votre slogan, lier, c'est 100%, c'est ça, Koumassi ou encore... Non, mon slogan, c'est Koumassi, la commune famille. Mais on voit dans le dos de votre oui, parce que je suis une fille Koumassi. de Koumassi, je suis natif de Koumassi. Je suis née à Koumassi, j'ai fait mon primaire, mon cycle primaire à Koumassi, secondaire, je suis allée après le CEP, je suis allée à Korogo, au lycée Houphouët-Boigny de Korogo, et après le bac, je suis revenue à la fac et j'étais à la cité universitaire de Port-Brouillard. Donc, en fait, je suis liée à Koumassi. Ma famille vit, mes deux parents sont au cimetière de Koumassi. Et donc, je suis foncièrement liée à cette population et à cette commune, qui me définit d'ailleurs. Vous parlez de projet, donc on vient là. Quel regard Adjaratou Traoré porte sur le bilan du maire sortant, Ibrahim Cissé Bakongo? Je pense que d'abord, quand on est une autorité municipale, parce qu'il faut dire d'abord que la municipalité, ce n'est pas un poste politique, c'est un poste de développement. Et le développement, pour moi, s'adapte à la catégorie de la population. Koumassi est une population modeste, une commune, et comme dans toutes les grandes capitales, nous avons des quartiers, si je peux dire, des communes de haut standing, de moyen standing, comme de bas standing. Donc, si Koumassi est catégorisé comme bas standing et de population modeste,
pour moi, il faut adapter le développement à la catégorie de la population pour que la population se sente dans ce développement-là. Parce qu'il s'agit de l'épanouissement. In fine, c'est de l'épanouissement et du bien-être d'une population. Voilà qu'il s'agit. Si on construit, il faut bien que la population se sente à l'aise dans cette construction. Donc, quand vous dites, en fait, on parle de construction, on parle de votre adversaire, hein, Cissé Bakongo, comme celui qui a rénové Koumassi. En même temps, en parallèle, Koumassi, c'est 412 282 habitants, avec 26% en fait, d'habitats précaires. Qu'est-ce que vous comptez en fait, apporter à cela? C'est ce que je disais tantôt. Je dis que Koumassi est catégorisé comme quartier à population modeste. Donc, il faut développer le social. Cette population a besoin d'accompagnement, que ce soit la jeunesse, les femmes et même les personnes âgées. Il ne s'agit pas ici de... Bon, vous m'emmenez à parler un peu de ce qui se passe à Koumassi. En fait, la réalité, c'est que nos parents, pendant plusieurs années, se sont quand même battus pour avoir des petits logis. Et aujourd'hui, on assiste à un développement qui vient détruire, démolir ces logis sans dédommagement et en lieu et place des magasins. Bon, je ne sais pas si le développement se limite à construire des magasins, mais nous, à Koumassi, on a compté plus de 3000 magasins en lieu et place des habitations. Donc, c'est 3000 habitations qui ont été détruites pour 3000 magasins? Mais bien sûr, plusieurs habitations. Nous avons la cité au Faux-Boigny 1 et 2, où il y avait plus de 280 lots qui ont été détruits et revendus à un opérateur économique. Et donc, il y a le tronçon de Caïra jusqu'aux 3 ampoules, où il y avait près de 6-7 immeubles qui ont été démolis, mais en lieu et place, c'est des magasins. Mais le prétexte de la démolition était l'agrandissement de la voie, ce qui implique et intègre le développement. Et nous avons constaté en lieu et place des magasins. Et donc, c'est vrai, bon, du regard extérieur, Koumassi développé, Koumassi à fière allure, mais bon, moi je dis que c'est des jolis magasins, c'est des jolies pâtisseries, c'est de très beaux restaurants, c'est des boulangeries. Là où il y avait inondation. Des boulangeries, oui, mais il ne faut pas se fier aux grandes atteintes, il faut rentrer à Koumassi. Hein? Il faut rentrer dans les quartiers, dans les rues secondaires pour savoir que, voilà, Koumassi, il y a beaucoup encore à faire. Adjaratou Traoré, vous parlez dans votre projet de développement à visage humain. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Mais oui, parce que le développement ne se fait pas pour, excusez-moi, pour des animaux, c'est pour des hommes. Il faut que des hommes se sentent dans le développement qui est réalisé. Et donc, pour moi, urbanisation, d'accord, mais humanisme d'abord. Et c'est en cela que je dis que le développement s'adapte à la catégorie de la population. Donc, quand on trouve en face une population modeste, il y a son type de développement. Et donc, Koumassi ne peut pas être développé au même titre que Cocody, parce que les populations n'ont pas le même niveau. Quelle est la vision globale d'Adjaratou Traoré pour la commune de Koumassi? Autrement dit, comment est-ce que, à la place du maire Cissé Bakongo, qu'auriez-vous fait? Oui, mais je pense que j'ai beaucoup de choses à faire. Par exemple, nous avons l'hôpital, si je prends le plan de la santé, aujourd'hui au niveau de Koumassi, la majorité des habitants vont se faire soigner à Port-Boué parce que le plateau technique à Koumassi n'est pas à niveau, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de salle d'hospitalisation. Mais voilà, c'est des piliers importants dont la population a besoin. Je ne crois pas que la population ait besoin de magasins. Donc, nous voulons développer des volets ou des aspects qui impactent sur la population et l'intérêt, ou dont l'intérêt général est bien marqué. Au niveau de votre projet, vous parlez de sécurité. Koumassi, c'est, comment dirais-je, environ 57% de sa population qui a entre 15 et 39 ans, selon le dernier recensement. C'est 3 commissariats et deux escadrons de la gendarmerie. Que comptez-vous faire au niveau pour la sécurité des populations de Koumassi, quand on sait que c'est une commune qui était sujette à l'époque
à ce qu'on appelait les enfants en conflit avec la loi. Qu'est-ce que vous comptez apporter comme réponse? Bon, nous, on a proposé de créer des postes de police, 5 postes de police, et essayer d'organiser aussi ces jeunes-là qui sont en conflit avec la loi qu'on appelle communément les microbes. Mais malheureusement, Koumassi, depuis l'arrivée de l'autorité municipale, les microbes, excusez-moi, c'est pratiquement devenu une profession parce que des jeunes qui sont très fiers de ce... Que prévoyez-vous pour ces jeunes? Ce qu'on a appris déjà, parce que ça, c'est la difficulté des parents. La candidate Adjaratou, ce que nous avons appris, c'est que vous avez fait beaucoup de social quand même pour ces populations depuis que vous êtes député. Alors, quand vous venez, vous récupérez la mairie, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ces enfants en conflit avec la loi? Qu'est-ce que vous allez continuer à faire pour ces populations ou encore, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger ce que vous critiquez aujourd'hui? Oui, ce que je critique est très important dans ce sens que ces enfants ont besoin d'être encadrés, mais pas d'être instrumentalisés ou utilisés à des fins individuelles, si je peux dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez cité tantôt de ce qui s'est passé le week-end dernier, donc on me porte responsable d'ailleurs. Mais je n'étais de près ni de loin concerné. Le père et le parrain des enfants en conflit avec la loi à Koumassi, tout le monde le connaît à un seul nom. Voilà, donc quand on éradiquer le phénomène des enfants en conflit avec la loi? Quand on entretient des gangs des enfants en conflit avec la loi, mais c'est normal qu'on peut avoir l'effet boomerang après. Et donc, ce que nous avons assisté le samedi lors du lancement Qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin à ce phénomène aux enfants? C'était l'effet boomerang, c'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude d'utiliser contre les autres se retourne sur soi. Voilà. Maintenant, parlez pas tous les deux ensemble. On va lui ramener la question. La question, qu'est-ce que vous prévoyez faire pour ces enfants-là, justement, en conflit avec la loi? Il y a l'encadrement. Il y a l'encadrement de ces enfants. Et puis, il y a aussi l'implication des parents, parce qu'il faut forcément que les responsabilités soient situées. Il y a l'autorité municipale qui a la responsabilité de l'encadrement et de créer l'environnement qu'il faut pour pouvoir prendre en charge ces enfants afin de les insérer dans la société. Mais il y a aussi la responsabilité des parents. Donc, c'est de concert et c'est ensemble que nous allons mener l'analyse et trouver des solutions. Demain, sur ce même plateau, nous allons recevoir le maire sortant, Cissé Bakongo, qui très certainement va faire le bilan. Lui ou l'un de ses représentants, donc, pour certainement faire le bilan donc, de son mandat à la mairie de Koumassi. Vous êtes une femme, nous on est très contents que vous soyez opposée à tous ces hommes donc, à Koumassi. Nous savons que vous avez les arguments, vous les avez énoncés entre autres ici sur ce plateau. Merci de l'avoir fait et on vous remercie d'être venu sur ce plateau, la candidate indépendante. Votre dernier mot pour toutes les populations? Mais c'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous me donnez. C'est que non, pour la population, nous sommes dans la proximité et nous attendons que notre projet de société puisse adhérer à l'assentiment de la population. Voilà, nous sommes là pour la population et nous voulons travailler, développer avec la population et pour la population. Voilà. Merci. Merci. C'est court, hein. Merci d'être venu, Adjaratou Traoré, candidate indépendante à Koumassi, que nous avons reçue sur ce plateau. Nous allons y aller et on se retrouve dans un instant. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. On se retrouve après le journal télévisé présenté par Isabelle Vauvor qui nous a rejoint sur ce plateau et toute l'équipe est rassemblée à nouveau, hein, n'est-ce pas? Content de vous retrouver tous ensemble. Après ces deux plateaux assez chauds sur la campagne électorale avec certains candidats que nous avons reçus. Je rappelle encore une fois de plus que nous avons lancé des invitations à tous les candidats, à plusieurs candidats ou pratiquement à eux tous, donc de tous les partis politiques, pour qu'ils viennent sur notre plateau qui est ouvert à tous pour discuter de leur programme et puis leur permettre de faire campagne aussi. Live TV, la télé sans filtre est bien regardée à l'audience. Vous allez pouvoir convaincre, parler à vos administrés, à vos futurs administrés si vous passez par ici. Mais malheureusement, nous n'avons pu avoir Jean-Marc Yassé sur ce plateau. Il nous avait pourtant confirmé qu'il serait là, mais il a fait défection.
Les deux premiers, les deux autres ont accepté de venir. Vous les avez écoutés sur ce plateau, vous les avez regardés. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas que politique et élection dans ce monde. On va parler sport à présent avec une actualité un peu plus triste. On va attaquer tout de suite. Donc, on parle de taekwondo justement. Et le nommé candidat, donc Yassé, est bien le président de la fédération de taekwondo. Que se passe-t-il, très cher ami? Oui, bonsoir à la team. Ça fait plaisir de vous retrouver à 4. Et du coup, oui, en fait, la Côte d'Ivoire, vous le savez, on a la première médaille d'or olympique qu'on a obtenue, et notamment enfin, dans le taekwondo avec Cheikh Cissé, mais on a aussi eu la même année une médaille de bronze avec Ruth Babi, qui est double championne du monde de taekwondo et multiple championne d'Afrique de taekwondo. Et elle a adressé un courrier au Comité national olympique pour tirer la sonnette d'alarme concernant la négligence de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Parce que, selon elle, en fait, ils doivent compétir à un tournoi en Chine. Et du coup, la fédération n'a pas pris la peine de remplir les formalités administratives. Donc, elle et Cissé Cheikh ne pourront malheureusement pas participer à cette compétition-là, qui aurait quand même permis à Cheikh surtout de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Ah, du coup, il ne pourra plus. Du coup, en tout cas, si rien n'est fait, ce n'est pas certain qu'il puisse participer aux Jeux olympiques. D'accord. Et je pense que dans le cours du débat, on pourra donner nos... On pourra donner plus de détails, mais il faut rappeler déjà donc, que ces deux athlètes-là sont quand même la fierté du pays. Donc, champion du monde, notre très cher Cissé, et puis Ruth Bagby aussi qui se débrouille, qui sont des âpres combattants donc, du taekwondo pour la Côte d'Ivoire. Ce serait dommage qu'ils ne participent pas aux Jeux olympiques. Herman, quel est ton point? Moi, sur la question, je voudrais reprendre ici la question que j'avais prévue à propos sur la même question de l'absence de nos athlètes. La question que j'allais poser à Jean-Marc Yassé s'il était venu. Jean-Marc Yassé, l'on vous reproche aussi votre gestion des hommes. À ce propos, il est dit qu'il y aurait des défections dans votre équipe à la mairie de Cocody. Un cas factuel est la non-participation prochaine de Ruth Gbagbi et Cheikh Cissé Salah au Grand Prix de Taïwan, dont certains vous accusent, à tort ou à raison. Qu'en est-il et que répondez-vous? Malheureusement, il n'est pas sur le plateau. Voilà. Il ne pourra pas y répondre. Il n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'on fait? Ben, Quel est ton point sur la question? Il n'est pas là? Je laisse les autres commenter. D'accord. Bon, je pense qu'au niveau de la situation dont Désiré fait état, ce n'est pas que Cheikh ne peut pas se qualifier pour les JO. Mais vous savez, c'est que les grands prix qui sont organisés là sont cotés. Il y a le classement mondial. Il est numéro 1 mondial. Et au fur et à mesure qu'il va rater des grands prix, au fur et à mesure, il va dégringoler dans le classement. Et il risque de ne pas se qualifier dans le top 5. Parce que le taekwondo, c'est ça aussi. Les plus cotés ont un calendrier olympique ou un calendrier de tournoi plus allégé. Donc, si Cheikh compétit, en tant que numéro 1 mondial, il sera qualifié dans le top 5, c'est-à-dire que les athlètes les plus cotés. Mais s'il n'est pas dans le top 5, il sera obligé de passer par un parcours indirect, c'est-à-dire des éliminatoires pour pouvoir se qualifier. Ce qui, naturellement, peut être couronné d'incertitude parce qu'il peut y contracter une blessure, il peut être d'un mauvais jour et perdre le tournoi, alors que Cheikh et Ruth Bagby sont des icônes pour moi. Ce sont des icônes, ce sont des chances de médailles pour la Côte d'Ivoire. Donc, normalement, tout devait être mis à disposition pour que les deux athlètes arrivent à Paris dans la meilleure des formes, avec une bonne organisation, une bonne préparation. La meilleure préparation pour un athlète, c'est la compétition. Si vous êtes en manque de compétition, quel que soit votre rang, vous allez vous confronter à des adversaires mieux préparés mentalement et physiquement, et ils vont vous envoyer au tapis, ce qu'on ne souhaite pas. Ouais. Donc, c'est une sonnette d'alarme. Une sonnette d'alarme qu'il faut souligner et qu'il faut prendre très au sérieux. Il faut que tous les acteurs impliqués se donnent les moyens pour que les athlètes puissent compétir et pour qu'ils puissent nous ramener les médailles dont le pays sera fier demain. Très bien. Aussi. Isabelle. Non, mais j'ai envie de dire c'est vraiment de la négligence parce que comment est-ce qu'on peut laisser nos deux icônes en fait ne pas pouvoir aller compétir et je trouve que c'est dommage. Sans doute, ça relève aussi un peu ce phénomène de cumul
de poste, en fait. Peut-être qu'il est le maire Jean-Marc Yassé est occupé à faire sa campagne, donc il n'a pas eu le temps d'apporter son soutien à nos deux icônes, et moi, je trouve ça dommage. D'accord, on va peut-être, non, on ne peut pas situer les responsabilités sur le plateau, mais bon, il faut dire quand même qu'une fédération, c'est tout un bureau, hein, donc avec chacun... Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, d'accord. parce que pour la saison 2023-2024, Ruth Babi a manqué plusieurs grands prix, notamment le Grand Prix de Manchester. Elle n'a pas pu participer encore en raison de fautes administratives de la fédération, qui n'a pas pu mener à temps les démarches administratives pour son visa. Et elle a raté aussi le Grand Prix de Rome pour les mêmes problèmes administratifs. Donc vraiment, il faut que la Fédération ivoirienne de taekwondo puisse prendre au sérieux la participation de nos athlètes, parce qu'on sait au moins qu'au JO, s'ils vont, ils peuvent au moins ramener le bronze. Donc ça pose aussi la question, je pense, du management et de la gestion des personnes qui gèrent cette fédération-là. C'est bien d'être ceinture noire, d'avoir des dames, mais c'est aussi bien de pouvoir gérer, parce que avoir un titre et puis la gestion des hommes, c'est deux choses en fait différentes. Très bien. Est-ce qu'on situe les responsabilités, hein, le ministère, la fédération, l'ONS, est-ce qu'on situe qui fait quoi? Qui est responsable de cette absence, de ces différentes absences? Et la dernière en date. Là-dessus, c'est un courrier qui a été rédigé, co-rédigé par les athlètes eux-mêmes. Et ils l'ont adressé à au président de la fédération. Au président de la fédération. Donc le premier responsable, selon ces athlètes-là, c'est le président de la fédération, c'est Jean-Marc Yassé. Et en effet, selon la World Taekwondo, enfin la Fédération internationale de taekwondo, c'est la fédération ivoirienne qui doit d'abord accepter l'invitation au Grand Prix et confirmer la participation des athlètes ivoiriens, ce qui n'a pas été fait. Bon, Eric, en fait, ce que Désiré a dit, c'est très important. La fédération n'interagit pas, la fédération internationale n'interagit pas avec les athlètes eux-mêmes. Elle interagit avec son démembrement local, qui est la Fédération ivoirienne de taekwondo. Donc, eux, ils envoient les courriers et c'est à la fédération de prendre toutes les dispositions pour que ces athlètes-là puissent participer. Apparemment, c'est ce qui n'a pas été fait. Mais je veux dire quoi? Le management des hommes, comme elle l'a dit, c'est très important. On était tous là quand l'ancien président de la fédération, M. Bamba Cheikh Daniel, s'est donné à fond pour que le taekwondo puisse avoir la place qu'il a aujourd'hui. Avant 2016, je veux dire que les athlètes ivoiriens partaient compétir, mais combien ça intéressait? Il a fallu que Cissé et Gbagbi nous ramènent les médailles pour que le taekwondo prenne une autre tournure et dans l'opinion publique en Côte d'Ivoire et dans les priorités de gestion sportive. Donc, on a déjà vu le complexe sportif là à Cocody qui a poussé grâce à la coopération avec la Corée du Sud. Et on a un complexe là où les athlètes peuvent s'entraîner, peuvent se former. Mais je veux dire quoi? Ce qui est très important pour un athlète dans ce genre de sport individuel là, et collectif, c'est la préparation. Si vous n'êtes pas préparé, vous allez vous faire battre même par un athlète moins coté que vous. Donc, à partir du moment où ils ont manqué plusieurs tournois, si ça continue, 2024, c'est déjà demain. Les JO, c'est dans moins d'un an. Et comment, dans quel état d'esprit, avec toutes ces difficultés-là, vous voulez leur permettre de multiplier les compétitions avant cette date arrive à Paris en 2024. D'accord. Donc, il faut prendre les mesures qui s'imposent, quoi. D'accord. Herman a posé la question sans donner son point, sans dire ce qu'il pense exactement. Comme tu n'as pas ta réponse sur le plateau parce que le président n'est pas là. Mais bon, Isabelle a évoqué, je trouve que c'est une négligence. Parce que à cette question de gestion des hommes, on en parle, hein, ce sont des faits qui sont là. Lorsqu'on décrypte, on arrive à constater, malheureusement, que les gens veulent être les premiers magistrats de commune, mais des petites touches, des petites façons de faire qui vont permettre à ce qu'on perçoive leur leadership, leur management, ils n'arrivent pas à tenir. Donc, je laisse la grande réponse aux électeurs de Cocody le 2 septembre. Bon, d'accord. Okay. On est sûr que tu n'es pas en train de battre campagne contre lui. On est sûr de ça. On est sûr que tu n'es pas en train de faire ça. On est sûr. Je ne pense pas, vu qu'il n'est pas candidat à Cocody. Heureusement que tu vis où? Moi, je vis, je ne sais pas. Tu ne sais pas, mais bon, je sais que tu ne vis pas à Cocody. Heureusement que tu n'es pas électeur à Cocody. De toute façon, je pense qu'il y a bien une raison à sa défection. On va certainement la connaître. On est encore dans cette période de campagne. Je termine. On est dans cette campagne.
On rappelle encore à tous ces candidats qu'ils ont le droit, la possibilité, le droit de venir sur ce plateau avec nous pour discuter. On vous appelle, on vous a écrit, on vous a envoyé des courriers. On aimerait, venez, on vous appelle. Normalement, c'est vous qui venez vers nous, mais là, on vous appelle pour que vous puissiez faire campagne sur notre télé, sur notre plateau. Donc, on vous attend, on sera très heureux. Demain, déjà, ça a été annoncé. Le maire sortant de Koumassi, Cissé Bakongo, sera ici sur ce plateau avec nous, voilà, pour défendre son bilan, qui a été critiqué aujourd'hui sur ce plateau, mais il va le défendre demain. Voilà. Moi, j'ai vu, aujourd'hui, je me suis amusée quand même à faire ma revue d'actualité. J'ai vu sur la toile qu'on disait, oui, c'est pas la faute au président de la fédération, c'est la faute à celui à qui il a confié les tâches. Mais vous savez, en gouvernance et en management, quand on est chef de quelque chose, on s'assure de superviser, on coordonne, on n'exécute pas. On demande aux gens d'exécuter, mais après on suit. Et c'est quand on fait le suivi qu'on peut faire l'évaluation. Donc, c'est dit que par faute, par négligence, permettez-moi l'expression, nos athlètes olympiques, en fait, on va peut-être rater des prochains titres olympiques, juste parce que peut-être certains sont occupés. Il y a quelqu'un qui disait, en 24 heures, moi je suis contre le cumul des postes, c'est pour ça qu'on doit se concentrer sur une seule chose. Parce qu'en 24 heures, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir gérer tout ça? Donc vraiment, je ne sais pas, il faut que le ministère des Sports puisse réagir sur la question. Parce qu'en fait, ça montre, en plus, Ruth Baïou, c'est la première femme, en fait, qui a une médaille olympique en Côte d'Ivoire. Faut pas, non, mais je trouve que c'est dommage, en fait. Et on a vu également, nos athlètes ont compéti récemment, là, aux mondiaux d'athlétisme, en fait. On a vu le jeune Cissé Gueye, en fait, se plaindre. Il faut que le ministère puisse régler ce problème-là, afin qu'on ait nos athlètes au taekwondo, au JO. Merci. Je voudrais rappeler encore à tous les candidats. Vous savez, Live TV, on est à Cocody. On n'est pas au plateau, on est à Cocody. Mais je voudrais rappeler à tous ces candidats de Cocody, venez sur notre plateau. Je voudrais les citer. Yasmina Onien, Frédéric, donc indépendante, qui part en indépendance. Et puis l'alliance avec, que je vais citer, Mponon, Daipo Etienne, Prosper, PPACI, et puis d'en haut, Nyamoussou Guirolan, indépendant, et puis Eric Taba Nyalou, voilà, du RHDP. Voici notre plateau, on vous attend, venez, pour qu'on n'oublie pas le maire sortant, Jean-Marc Yassé aussi, que nous rappelons. On a encore 2 jours, on a quoi? On a demain, mercredi. Et puis jeudi. Jeudi. Voilà. On n'a pas vendredi aussi? Le vendredi, c'est la fin de la campagne. La campagne finit jeudi. La campagne est finie jeudi, d'accord. Donc vous avez mercredi et jeudi pour venir sur ce plateau pour défendre vos différents bilans et puis vos programmes, bien sûr, pour convaincre les électeurs. On invite tous les autres de toutes les autres communes de Côte d'Ivoire. On est ouvert à tous, venez, il ne faut pas que sur la toile, on vous le lit, parce qu'on ne vous le lit pas, on vous le lit. Live TV ne veut pas, non, on veut tout le monde ici. Donc venez sur notre plateau pour défendre vos différents programmes. On a été très heureux de servir cet autre plateau spécial, élection 2023. Merci à vous tous, chers amis, d'avoir été là. Et puis je voudrais saluer Carole au niveau de la réalisation, je voudrais saluer les petites voix dans mon oreille. Mais vraiment, les petites voix dans mon oreille, mais des fois. Mais bon, écoutez, merci de me susurrer donc, à l'oreille de temps en temps. Et puis, on prendra plaisir à se retrouver demain pour un autre plateau sur Live TV. Merci à toute l'équipe. Salam.